et en m'attardant plus précisément en fait, sur les paysages existants avant l'implantation du tumulus, donc vers 4500 ans avant Jésus-Christ. Avant de vous restituer les données, les résultats, je vais faire une présentation des disciplines qui sont mobilisées dans la recherche des paysages anciens, donc en parlant plus particulièrement évidemment de l'approche géoarchéologique. Donc la géoarchéologie, c'est une approche scientifique qui va étudier la manière dont les paysages se sont formés et ont évolué sous l'impact de facteurs naturels, mais également des activités humaines. Elle va se trouver au carrefour de plusieurs disciplines, des sciences du sol, des sciences de la terre et de la géographie qu'elle applique à l'archéologie. Donc le matériau d'étude du géoarchéologue, c'est le sédiment. On va étudier les couches de sédiments qui se superposent les unes sur les autres depuis des millénaires, en les examinant à l'œil nu sur le terrain, mais également en laboratoire sous le microscope. Ces sédiments, effectivement, sont porteurs d'informations sur l'évolution des paysages, puisqu'ils vont comporter des traces d'événements du passé que le géoarchéologue, lui, va tenter de décrypter. Alors ces sédiments, ils peuvent correspondre à de la terre, à du sable, ils peuvent contenir des cailloux, des restes d'activités humaines comme des tessons de céramique, des restes de fragments de tuiles ou d'ossements d'animaux. Ils peuvent être naturels, c'est-à-dire qu'ils ont été déposés par le vent, le ruissellement lors d'une inondation, et puis ils peuvent également être archéologiques. Alors c'est-à-dire qu'ils vont, leur formation, leur mise en place est liée à une activité humaine. Donc ces couches de sédiments, qu'elles soient naturelles ou archéologiques, qui se superposent, vont constituer des archives sédimentaires. En effet, ces couches vont constituer la mémoire de la Terre. Et je rebondis sur ce qui a été dit ce matin par M. Fiat, c'est effectivement un patrimoine. C'est réellement un patrimoine, la Terre. Et leur étude va permettre de restituer l'histoire du paysage au regard des activités humaines passées, mais également actuelles. Alors où est-ce qu'on va trouver ces archives sédimentaires? Alors d'une part dans les paysages actuels et d'autre part dans les couches qui sont enfouies, qui sont sous nos pieds. Donc celles qui sont lisibles dans le paysage actuel peuvent correspondent généralement d'ailleurs à des coupes naturelles que l'on peut observer en bord de mer, de rivières, en montagne, c'est moins le cas ici évidemment, ou alors dans les carrières à ciel ouvert. Ces paysages peuvent correspondre, ces sédiments peuvent correspondre à des paysages qui se sont mis en place il y a des milliers d'années. Alors par exemple, là je vais juste vous montrer, par exemple, ce dépôt de l'Eus. Voilà. Là vous voyez cette couche jaunâtre constituée de sable très fin qui s'est déposée par le vent pendant les périodes froides et sèches qui ont en fait alterné avec les périodes plus tempérées, proche de l'actuel, et ce depuis 2,6 millions d'années. On a cette alternance période froide, période sèche. Et en effet, pendant les périodes froides et sèches, le niveau marin baisse. Et de larges surfaces situées au fond de la mer de la Manche, jusqu'alors couvertes par la mer, vont être asséchées. Et ces sédiments vont être balayés par des vents violents du climat subarctique, ils vont venir napper, entre autres, les côtes bretonnes. Pas qu'il y en a aussi en Normandie, mais entre autres, c'est les côtes bretonnes. Donc ces dépôts de l'Eus correspondent à des périodes froides et sèches et vont traduire des paysages de steppe. Les Leus que vous voyez donc, datent d'environ 20-15 000 ans. Cependant, les coupes naturelles sont rares dans les paysages actuels, donc le géoarchéologue va également étudier les couches de sédiments enfouies, donc situées sous nos pieds, et pour pouvoir y accéder, on va faire des carottages et des sondages à la pelle mécanique. Alors, un exemple, là, les carottages, généralement on les effectue pour un large territoire, pour restituer l'histoire des paysages sur un temps long. Alors à cette échelle, en fait, les géoarchéologues, on s'intéresse aux sédiments qui se sont accumulés en bas de versant ou au fond de vallée pour collecter les informations sur l'évolution des paysages et les pratiques humaines. Les carottages, ça consiste en fait à prélever ponctuellement, de manière régulière. Donc voilà. Là, vous voyez, ce sont différents carottages qui sont faits le long de la vallée.
à des profondeurs importantes, depuis la surface. Et puis ensuite, on va les étudier. Donc la différence de couleur ou de texture des sédiments, comme vous pouvez le voir ici, là vous avez différentes couleurs et textures de sédiments, va déjà apporter des premières informations sur l'origine de sédiments et la manière dont il s'est mis en place. Par exemple, la présence de limon souvent va signaler des épisodes de crue. Les argiles riches là, en matière organique que vous voyez qui sont plus foncées, des milieux marécageux de type chenot abandonné ou bras mort. Donc l'ensemble de ces carottes et leurs corrélations vont permettre de restituer l'histoire de la vallée. Ensuite, on va s'intéresser aussi, on va être à une échelle plus localisée, une plus petite échelle et à l'échelle d'un site archéologique qui va permettre de restituer également les pratiques humaines et l'impact qu'ont eu sur l'environnement proche ces pratiques humaines. Donc, sur les chantiers de fouilles, le géoarchéologue va réaliser des sondages profonds, donc à l'appel mécanique. Dans un premier temps, généralement on considère, donc là vous voyez, vous avez une structure archéologique, c'est une fosse néolithique. Son niveau d'apparition correspond au niveau auquel est venu s'implanter l'homme à cette époque, donc à l'époque néolithique. Mais avant, vous avez tous les sédiments qui l'encadrent et qui sont donc l'histoire du paysage avant l'arrivée de l'homme. Donc on va s'intéresser dans un premier temps à ces sédiments qui vont nous raconter le paysage avant l'homme, et ensuite aux sédiments qui viennent combler la structure et qui vont nous raconter l'histoire du site depuis l'installation de l'homme jusqu'à son abandon et même après. Voilà. Cette coupe étant faite, on la dessine et puis on va faire des prélèvements qu'on va venir étudier en laboratoire pour rentrer plus dans la matière, puisqu'il y a des choses qui n'apparaissent pas à l'œil nu. Et donc ces blocs qui ont été prélevés, il va y avoir différentes manipulations qui va permettre de venir coller sur une lame mince en verre une couche de sédiment de 20 microns d'épaisseur, donc 0,02 mm, et qui va ainsi permettre d'aller voir sous le microscope certaines propriétés du sédiment qui sont absolument pas visibles à l'œil nu. À partir de là, on va trouver des traits spécifiques qui vont venir nous raconter quelque chose de la couche de sédiment qui s'est déposée. Là, je vous ai mis 4 exemples. Par exemple, là, vous avez ces taches jaunes. Ce sont des argiles très fines, limpides, qui se sont déposées dans des vides faits par ou la faune ou la flore du sol, et qui sont caractéristiques des sols forestiers, sous couvercle forestier de type chêne mixte. Quand on a ça dans des sites archéologiques, on sait qu'à cette période-là, il y avait une forêt. Je vous ai mis le pendant, ce qui se passe quand cette forêt, quand il y a une phase de défrichement, ces marqueurs-là, sont complètement chamboulés, fragmentés et viennent se disperser dans le sédiment. On appelle ça des papules. Et ces papules sont un marqueur d'érosion des sols. Donc d'une forêt, on est passé à un sol érodé. Autre marqueur d'érosion, là je vous ai mis des litages de sable très fin lavé qui vont indiquer des ruissellements de faible intensité. Et dessus, vous avez des dépôts plus foncés qui correspondent à des croûtes de décantation, l'effet flaque d'eau quand l'eau s'évapore. Et pareil, j'ai rajouté ça pour les tassements du sol, dont parlait entre autres aussi M. Fiat. Là, c'est un marqueur qu'on retrouve très bien en archéologie, sous le microscope. Là, vous voyez ce découpage comme ça, en structure angulaire. C'est le signe qu'il y a eu un tassement, alors soit lié à l'homme, généralement c'est quand même lié à l'homme, soit piétinement, soit construction, soit effectivement passage de tracteur. On a tout à fait ce style de marqueur tout de suite lisible, parfois à l'œil nu, mais sinon sous le microscope. Là, ce que vous voyez, ça date de l'âge du bronze. C'était un emplacement d'un chemin et on est à l'âge du bronze. Donc pour vous montrer que tout s'inscrit dans le sol et qu'effectivement c'est un véritable patrimoine. Donc, attendez. Oui. Le géoarchéologue, la géoarchéologie à elle-même ne se suffit pas. Pour bien restituer les paysages anciens, il va travailler très conjointement avec l'archéologue qui va apporter, effectivement on est sur un site, donc des données sur les modes de vie et l'organisation sociale du site à cette époque, et donc que le géoarchéologue va intégrer dans son étude pour l'interprétation. Mais il va également travailler avec des paléo-environnementalistes, donc ils vont s'intéresser au reste d'organismes vivants qui vont restituer quelque chose des paysages anciens. Donc là, je vous ai mis 3 exemples parce que ce sont des études qui ont été menées également à ERCRA.
Donc, et à la proximité à la pointe de Carpenir. Donc tout d'abord l'étude des charbons, dont l'analyse en fait va permettre de définir quel bois et quelle partie du bois a été utilisée, mais va également apporter des informations sur l'environnement végétal à cette époque. Donc là, on est sur un âge du fer. Là, vous avez une trace de charbon qui est restée dans un trou de poteau d'un bâtiment qui a aujourd'hui disparu. Donc l'étude du charbon permet de savoir quel bois est utilisé pour construire la maison à cette période. Et donc, généralement, ils ne vont pas chercher très loin, ils utilisent le bois d'à côté. Donc ça permet une restitution de l'environnement. Autre exemple, les graines cultivées ou sauvages et les fruits carbonisés qui se conservent particulièrement bien dans les milieux humides ou lorsqu'ils ont été carbonisés, par exemple à la suite d'un incendie ou à la suite de grillage. Donc leur identification va permettre de comprendre là le régime alimentaire et les pratiques agricoles de la population. Puis l'étude des grains de pollen et de spores. Qui peuvent se conserver des centaines de milliers d'années dans les sédiments humides, tels que dans une tourbière, et leur analyse va renseigner sur l'environnement végétal. Alors, l'approche géoarchéologique et paléo-environnementale qui a été menée sur le site d'Erkra à Lokmariaker a permis d'obtenir des informations sur la transformation et l'exploitation des paysages antérieurement donc, à l'implantation du monument mégalithique. Juste un petit point pour contextualiser, donc lors de la dernière glaciation, il y a environ 20 000 ans, la mer se situe à plus de 100 mètres au-dessous du niveau actuel, donc on est à 130-140 mètres comme ça a été rappelé ce matin. Donc vous vous souvenez, on est à la période où il y a les Leuses, donc la Manche est asséchée. À cette période, le golfe n'existe pas en tant que tel, mais il forme un étroit confluent des petites vallées des rivières qu'on connaît d'Auray, Vannes, Noyalo. Et la montée progressive des eaux, qui s'est opérée à partir du réchauffement climatique, donc vers 9600 avant Jésus-Christ, va peu à peu ennoyer le golfe du Morbihan et donc faire disparaître les plaines littorales et laisser la place aux larges rivières que l'on connaît actuellement. Sur les cartes, les zones émergées sont aussi en bleu ciel. Donc au néolithique, le niveau de la mer est entre 8 et 6 mètres inférieur à l'actuel. Donc à cette époque, le bras de mer entre Port-Navalo et Lokmariaker est évidemment plus étroit qu'aujourd'hui, et les rivières et la rivière de Rennes n'est pas aussi large. Les îles de Wernick ou l'île Renaud, ou encore les 7 îles, ne sont pas coupées du continent. Et le site d'Erkra n'est pas aussi proche du littoral qu'aujourd'hui. Donc le site d'Erkra a été fouillé en 87 par Charles Tanguy-Leroux. Donc c'est un monument funéraire néolithique, daté entre 4005 et 4000 avant Jésus-Christ. Il correspond à un tumulus, comme on le voit, bas, étroit, d'environ 150 mètres de long, 30 mètres de large et 3 mètres de haut. Alors au sommet au nord, voilà. On trouve la dalle de couverture de la chambre funéraire. On constate que la partie sud a été très fortement érodée. Et à l'est, on a un parement, et sous parement, on a un niveau de sol ancien qui a pu être fossilisé grâce au tumulus. Donc ce tumulus a permis de préserver ce niveau de sol de l'érosion et des pratiques agricoles postérieures. Donc forcément, c'est très intéressant pour un géoarchéologue d'étudier ce type de sédiments. Donc un prélèvement de ce sol a été réalisé. Voilà, ici, un échantillon qui a ensuite été étudié, d'abord sur le terrain, mais ensuite sous le microscope. L'analyse géoarchéologique de ce sol a été menée par Anne Gebhardt de l'INRAP. Et parallèlement, des analyses de pollen et de charbon de bois issus de cette même couche, mais également de couches alentours, et donc, comme je le disais, de la pointe de Carpenir ont également été effectuées par Dominique Marguerie. Et l'ensemble de ces études ont permis de reconstituer 4 grandes phases, on va dire, dans l'évolution du paysage, environnant au site avant l'installation du tumulus. Donc la première phase, voilà. D'abord, le paysage existant, c'est antérieurement au mégalithe. C'est une forêt de chênes où se mêlent quelques ormes et tilleuls. C'est donc le sol forestier qu'on va retrouver dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest et qui se développe, donc, suite au réchauffement climatique, se développe vers 6005 avant Jésus-Christ. Donc là, on retrouve sous le microscope, je vous montrais, les argiles jaunes limpides qui sont caractéristiques d'un sol forestier en dessous de type chêne mixte, au-dessus. Donc les analyses de pollen, elles, ont montré également que le
paysage environnant est dominé par une chênaie épaisse, mêlée de quelques tilleuls et ormes. Donc dans ce milieu densément boisé, en fait, les landes et les bruyères sont quasi inexistantes. Puis on a un premier épisode de déboisement, probablement par brûlis et d'origine humaine, qui entraîne une ouverture locale du milieu, une ouverture réduite. Donc sous le microscope, elle va se lire entre autres par de très nombreux microcharbons qui ne ressortent pas très bien sur la photo, mais qui sont là, dont la petite taille très fragmentée va dans le sens d'un déboisement de la forêt primaire bien avant la construction du monument. Sinon, ils auraient eu une taille plus importante. Les analyses des pollens et des charbons montrent un milieu également relativement déboisé et utilisé par l'homme. Le chêne caducifolié est faiblement représenté et des espèces haliophiles, donc qui vont avoir besoin de soleil, telles que le noisetier et l'aulne dominant. A également été observée la présence de plantes colonisatrices qui affectionnent les espaces justement ouverts et qui vont pousser spontanément en présence d'activités humaines. Donc on voit que tous ces résultats combinés d'études charbon, pollen et des sols s'accordent pour refléter un déboisement local au sein d'un paysage qui est demeuré forestier à l'échelle régionale et qui n'aurait pas de lien direct, ce déboisement, avec le monument mégalithique. Par la suite, on voit qu'au cours de cette période semble se mettre en place un système de rotation de mise en culture des sols qui se traduit par l'alternance de cultures, de brûlis et d'entretien d'une végétation basse de type lande. Alors, les marqueurs d'agriculture sous le microscope vont être indiqués par ces dépôts là. Vous voyez, à nouveau, c'est de l'argile mais plus grossière, brune, qui vont être caractéristiques des sols dénudés ou quasi dénudés et voire cultivés. On appelle ça des agricutanes. Et les brûlis sont également matérialisés par des microcharbons, des dépôts cendreux et également des fragments de sol brûlés que l'on retrouve dans les sédiments, dans les couches sédimentaires. Voilà, ok. Donc l'entretien d'une végétation basse également suggéré par des phytolithes, ce sont des petites cellules d'herbacées, et au niveau des pollens, mettent en évidence la présence d'une rosacée du genre Potentie, qui est typique des milieux de reconquête des landes incendiées. Alors un dernier brûlis qui a lieu juste avant l'installation du monument, qui est attesté par des gros dépôts cendreux, entre autres, et de plusieurs microcharbons. Voilà, on a à nouveau des plantes qui attestent une activité humaine très forte à côté. C'est ma diapo de conclusion. Donc pour conclure, l'étude géoarchéologique et des restes biologiques témoignent bien d'une ouverture du milieu et de la dégradation des sols à partir du néolithique, avec cette caractéristique que depuis le néolithique, en fait, les variations enregistrées dans la végétation et la nature des sols dans l'ouest de la France sont la conséquence presque exclusive des impacts humains et non plus du changement climatique comme c'était le cas auparavant, avec les alternances période froide, période chaude, comme on a vu, qui marque le passage d'une végétation de steppe à une forêt boréale. Donc une baisse sensible et régulière des taux de pollen d'arbres dans les sédiments depuis l'âge du bronze jusqu'à l'époque gallo-romaine est observée, et elle s'accentue à partir du Moyen-Âge. Il y a parallèlement une augmentation des marqueurs d'érosion et de mise en culture des sols, et toutes les enquêtes paléo-environnementales, études, convergent pour constater un impact de l'homme plus net sur les côtes qu'à l'intérieur des terres. Donc ces cartes témoignent d'un déboisement progressif depuis le sud-ouest du territoire, avec donc une ouverture du milieu, je ne vais pas rentrer dans les détails vu le temps qui reste, mais du milieu forestier des premières cultures au néolithique. Alors c'est bon, je prends le temps de faire ma conclusion en entier. La chênaie dense va subir sur les côtes méridionales bretonnes, donc aux embouchures du Golfe et de la Loire, une première pression anthropique qui se traduit par une régression du couvert forestier, l'apparition donc de plantes indicatrices d'activité humaine et le développement des plantes céréalières. Vers 5000, donc on est avant Jésus-Christ, les traces d'une véritable économie agricole vont devenir plus nombreuses dans le sud de la Bretagne, sur le littoral, et elle est matérialisée par une dégradation des sols et le développement de la culture céréalière comme l'orge, la fève ou le blé. Par ailleurs, comme vu à Erkra, le mégalithisme participe à cette ouverture du milieu qui entraîne localement des déboisements conséquents et la formation de clairières qui est attestée par la présence de noisetiers, d'ajoncs et de genêts.
Donc, par contre, dans l'intérieur de la péninsule bretonne, à la même période, l'impact des activités des sociétés néolithiques est plus ténu. Et la forêt de chênes à nombreux tilleuls est encore, pour le cas, bien présente. Au début de l'âge du bronze, le littoral est toujours plus impacté que l'intérieur, par l'activité humaine que l'intérieur des terres, occupé encore par une épaisse forêt de chênes, alors qu'à la fin de l'âge du bronze, l'élevage et la céréaliculture sont bien engagés dans le sud de la péninsule et les indices de déboisement et de mise en culture des sols se précisent. Au début de l'âge du fer, là, il y a une forte expansion démographique, très consommatrice de bois et de surface forestière qui va entraîner une très nette dégradation de la chênaie. Cette exploitation forestière et la dégradation progressive des sols maintenant mise à nu sont les causes majeures du développement de la lande et des forêts armoricains sur les friches agricoles. Une agriculture aussi variée va se mettre en place. Et à la fin de l'âge du fer, pendant l'Antiquité, la pratique de l'agriculture dessine un paysage parcellisé. Effectivement, apparaissent les terres agricoles qui s'organisent en parcelles, c'est la parcellisation des terres. Et à partir du 9e et 10e siècle, la vie rurale et l'agriculture vont contribuer à cloisonner progressivement les paysages.